Donc je disais, on a fait cet atelier critique. En fait, on a tous vu ensemble le film il y a un mois. Et à partir de là, l'atelier critique était un peu en partie délié de l'analyse de ce film, à savoir qu'on a un petit peu bah, étudié ce qu'était la critique de cinéma en France et fait quelques exercices critiques à partir plutôt de courts-métrages. Mais donc l'idée, c'était de revenir ensuite à ce film-là pour une séance publique, donc aujourd'hui, pour faire un débat autour du film. Donc on va pouvoir rentrer un peu dans les détails et surtout n'hésitez pas, nos chers deux spectateurs, à participer et à intervenir sur le film pour créer une discussion. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'était une question pour vous quatre. Comment s'est passé ce revisionnage, le fait de revoir le film, si c'était intéressant ou pas. Voilà, j'aimerais bien vous interroger là-dessus. Là, il y a un... C'est bon. Oui, là justement, oui, en effet, le RER, les détails, et là, on a bien ciblé là. Mais la première fois, je l'ai pas vu de la même façon. Par rapport à quoi, du coup? Justement, suite à toi, à l'atelier qu'on a fait ensemble, avec tous les petits détails que tu expliquais, des choses comme ça. Et là, je l'ai vu complètement différent, ce film. Et comment alors? Qu'est-ce que tu as vu là, par exemple, dans le film que tu n'avais pas vu la première fois? Je sais pas, c'est difficile à dire, je sais pas. Il y a des choses que j'avais pas vues la première fois. Ok. Là, te dire ça comme ça, mais. Non, non, mais on va creuser. T'inquiète. Peut-être, Evelyne, tu voulais dire Ah, quelque vas-y. chose? Alors moi, je ne l'ai pas du tout vu de la même manière que la première fois. Alors peut-être avec cet atelier critique, mais j'étais beaucoup plus émue que la première fois et j'ai ressenti des choses complètement différentes. Et j'ai compris l'enchaînement des scènes et en fait ce que les gens ont en commun, qui partagent l'héritage familial, enfin plein de choses qui me sont apparues et ça m'a beaucoup plus émue que la première fois. J'ai pas eu les mêmes sentiments et j'ai trouvé que c'est passé en une vitesse folle. Ah oui. Ah ben carrément, carrément. À part la scène de la chasse, ça c'est resté intact. J'aime pas du tout, j'aime pas. D'accord. Elle me plaît pas cette scène. Non, mais en fait, ce que tu dis là, Evelyne, c'est intéressant parce qu'on a vu qu'effectivement, c'est un film très nébuleux qui a pour principe enfin, qui a un concept assez étrange de suivre le trajet du RER B, mais presque, mais pas au sens strict du terme. C'est-à-dire, c'est pas station après station. D'ailleurs, il n'y a jamais aucune situation géographique qui est indiquée. Il n'y a pas de panneau qui indique où sont les scènes. Le Stade de France, Sevran-Bodot. Ah oui, Sevran-Bodot. Oui, non, on voit l'erreur, mais je veux dire, une fois qu'on est dans les scènes où il se passe plus quelque chose de documentaire, on apprend où on est par des dialogues ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de situation. On est plus plongé, on est baladé, disons, de lieu en lieu et de scène en scène. Et voilà, le film est un peu comme une arborescence de scène. Donc après, le jeu, c'est un peu de voir ce que le montage de ces scènes côte à côte crée et raconte à partir de ce titre un peu énigmatique du nous, qui est donc dans lequel Alice Diop s'inclut, parce que c'est la première personne du pluriel, donc à partir de ses archives familiales, mais pour dresser ensuite un portrait très divers. Non, juste pour rebondir sur, parce que pour le coup, j'avais déjà vu 2 fois le film, donc je suis revenu juste pour la fin. Et il y a un truc qui m'a vachement intéressé dans la scène de la chasse à courre. Déjà, moi, ce que j'aime dans le film, et ce que j'aime chez Alice Diop en général, en tant que documentariste, parce qu'elle a aussi fait un film de fiction, c'est qu'elle a une forme de distance par rapport à ce qu'elle filme, où elle ne juge jamais les gens qu'elle filme, que ce soit en bien ou en mal. Et donc, il y a une forme un peu d'égalité des sujets dans le film qui laisse un travail au spectateur. Moi, j'aime bien quand le spectateur est actif pour qu'il fasse un peu sa propre opinion de ce qu'il voit. Et du coup, ce que je trouve ça intéressant, effectivement, qu'elle filme à la fois sa sœur, qui fait un métier courageux comme ça. Donc forcément, on pourrait se dire, là, c'est quelque chose de très positif. Et en même temps, elle va filmer des royalistes à Saint-Denis, de la chasse à courre à la fin du film. Mais quelque chose que j'avais pas, on en a pas mal parlé de cette scène de chasse à courre qui est un peu dérangeante, puisque la chasse à courre en soi est quelque chose de dérangeant, c'est la manière dont elle le filme. C'est-à-dire qu'elle ne suit pas la chasse à courre, elle reste avec le type qu'elle a suivi dans la première scène du film. Donc première scène qui est extrêmement mystérieuse quand on la voit, puisqu'on ne sait pas ce dont il s'agit. Mais je trouve que c'est une très belle manière de rentrer dans le film comme ça, à l'orée du bois. Tout de suite, on est en dehors du cliché du film de banlieue. Parce qu'on nous dit c'est un film de banlieue, et première scène, on est dans la forêt,
on a juste le bruit du train lointain. Et voilà, c'est déjà un postulat pratiquement politique de dire bah oui, je vais pas filmer le cliché de la banlieue qui serait la grisaille de bâtiments HLM ou que sais-je. Mais donc pour revenir à cette fin de film, elle reste avec ce personnage-là qui est donc en fait au service de ce rallye Fontainebleau. Et en fait, j'avais pas forcément senti ça avant, mais il y a une forme de cruauté terrible, c'est-à-dire qu'on reste avec ces gens-là, donc à une espèce de centre, et en fait, ce sont des domestiques plus ou moins. Et ça se voit, je trouve que ça se voit à leur manière d'être, à leurs habits, qui ne font pas partie du même monde que les gens qui pratiquent la chasse à courre, avec ce moment assez ridicule du vieil homme qui monte à cheval et qui se fait aider. On se dit c'est vraiment son dernier caprice d'aristocrate sur le tard. Et finalement, voilà, il y a encore quelque chose de politique dans cette dernière scène, c'est-à-dire que c'est pas juste elle observe, comme je disais, sans jugement une pratique qui existe, c'est que quand même elle reste avec ces gens qui n'ont pas le même statut que ceux de la chasse à courre. Et c'est assez cruel et c'est assez dérangeant d'ailleurs, jusqu'à la chanson du générique de fin, qui pour le coup, elle, est là. Il n'y a pas d'autre musique extra-diégétique, comme on dit, dans le film. Il n'y a pas de musique qui est ajoutée au montage. C'est un film assez épuré stylistiquement. Mais contrairement d'ailleurs, c'est assez marrant, quand elle filme dans le mémorial du camp de Drancy, un petit film de musée. Là, le film de musée, et ben, c'est plein de violons et c'est une voix off, etc. C'est tout ce qu'elle fait pas. C'est effectivement la différence entre le documentaire un peu de cinéma et le documentaire de musée un peu plus télévisuel. Je sais pas si elle le filme avec cette idée en tête, mais c'est vrai que moi, quand je vois cette scène, ça me fait penser à ça. Et c'est vrai que là aussi, j'ai remarqué que la chanson finale, elle, est directement politique. Moi, je connais pas bien Jean Ferrat. Peut-être, Pascal, tu pourras confirmer, parce qu'on a parlé de chansons françaises plusieurs fois. Mais oui, voilà, elle laisse quand même le discours rentrer dans le film, parce que le nous de Ma France de Jean Ferrat est clairement ancré dans une représentation du peuple et du prolétariat. Non, je sais pas, Pascal, qu'est-ce que ça fait de revoir le film? À revoir le film, la dernière scène, j'ai ressenti ce que tu viens de raconter. Ça m'avait pas frappé au premier abord. Et ça m'a même fait penser à un feuilleton qu'on voyait dans le temps qui s'appelait Truc de Dieu, là, un feuilleton qui passait à la télé. C'était l'histoire de en fait, c'est l'histoire de la famille de Jean d'Ormesson un petit peu, où en fait, il y a une scène de chasse à courre. Donc, et on voit carrément, là par contre, le cerf acculé avec des chiens, et on pense qu'ils ont dû le tuer. Hein. Et on voit bien les niveaux de classe, effectivement. Eux, ils sont pas de ce monde-là, nous non plus d'ailleurs, enfin, à moins que vous alliez à la chasse à courre. Et voilà. Pour l'info, ça a été interdit en Angleterre, hein, la chasse à courre. Donc les Anglais viennent en France chasser à courre, j'imagine. Oui, on en a parlé l'autre fois, mais effectivement, il y a une dimension politique. Donc le nord, c'est un peu les travailleurs, et le sud, c'est autre chose. Donc c'est les intellectuels avec cet écrivain. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un sacré bordel chez lui. Et Pierre Bergogneau. Ses enfants, ils vont avoir du mal à vider la maison. Hein. Ça m'a fait rigoler. Et c'est un peu ça, par contre, aussi, j'ai remarqué un peu partout, je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les pavillons, ils sont remplis. Et les appartements aussi. C'est assez incroyable. C'est un truc qu'on vit nous. Hein. Partout où on est, on remplit l'espace. Il y a peu de gens qui ne remplissent pas. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi un point qu'on voyait de séquence en séquence. Voilà. Sinon, rien. Ouais, j'ai encore apprécié là, les gamins au bord de l'eau là, qui chantent du Edith Piaf. L'autre, il lui parle de Brel. On ne sait pas s'il rigole ou si c'est pour de vrai. Je ne suis pas sûr, moi, que ce soit pour de vrai. Mais ils s'amusent, quoi. Voilà, ils sont... En fait, j'ai remarqué, il y a un peu un double mouvement dans le film du refus des clichés. Il y a donc le parti pris de faire un film en banlieue en s'éloignant des clichés de la fiction française
en banlieue, mais en fait, il y a deux types de clichés de la fiction française en banlieue. Le premier, ce serait euh, plutôt le misérabilisme ou, disons, le fantasme euh, du trafic de drogue qui gangrène tout, etc. Et des jeunes, et de la jeunesse violente. Ça, c'est le premier cliché de la fiction. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais que c'est un cliché de le représenter la banlieue par ce biais. Et il y a un deuxième cliché que Alice Diop évite aussi, qui est l'inverse, c'est-à-dire l'espèce de récit, oui, non, mais de feel good, voilà, c'est-à-dire le feel good movie où on va prendre effectivement un jeune de banlieue qui lui réussit, le milieu associatif, très impliqué, etc. Et là, elle évite les deux, c'est-à-dire qu'elle filme simplement des destinées singulières qui, quand c'est par exemple un mécanicien qui n'a pas ses papiers depuis, qui attend ses papiers depuis hyper longtemps et on ne sait pas pourquoi il ne les a toujours pas, la scène n'est pas du tout misérabiliste, elle trouve de la douceur dans sa manière de vivre alors même qu'il est à la rue pratiquement. Il y a une manière comme ça de ne pas le montrer simplement plaintif ou enfin voilà d'éviter disons des clichés de reportage alors même que elle ne cache pas du tout la réalité de la vie de cet homme, donc c'est pas non plus complaisant du tout. Et, et quand elle montre ensuite justement une jeunesse un peu plus frivole et désinvolte, c'est très simple, c'est simplement des jeunes l'été qui traînent, qui discutent, qui fument 2 ou 3 pétards, certes, qui écoutent Edith Piaf. Oui, oui, même ce serait pas forcément. Enfin, mais ouais, ouais, voilà, et surtout avec toujours une qualité du cadre, moi que je trouve assez rare dans le documentaire, qui est souvent un lieu de cinéma où sous prétexte qu'il faut capturer quelque chose sur le vif, le cadre prend une dimension, disons, secondaire, et Alice Diop a ce côté un peu esthète, où même on le voit très bien en salle, la lumière du film extrêmement travaillée, assez diffuse, assez agréable. Enfin, c'est un film étrangement, alors qu'il montre des situations parfois assez douloureuses, je trouve, où il fait bon vivre. Enfin, je trouve que le film, malgré des choses très difficiles qu'il montre, à la fin, donne un sentiment plutôt positif. Enfin, c'est le caractère peut-être utopique de ce qu'il présente. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, vas-y, Philippe. Oui, tu parles des jeunes justement à la Cité. La première fois, je vous l'avais dit, ça m'avait choqué un peu de voir les mecs en train de fumer le pétard et tout dans la Cité. Mais en réalité, justement, là, aujourd'hui, j'ai trouvé ça, il n'y avait aucune... oui, il parle parle de jeunesse et tout, mais il n'y a aucune violence. Il n'y a pas d'agressivité. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, vous. Mais la première fois, c'est justement... tout à l'heure, je me suis mal exprimé en disant que bon, la première fois, je ne l'ai pas bien ressenti. Mais cette fois-ci, voilà. Et tu parles de la chasse à courre, c'est pareil. Les gars, elle a fait un plan sur un gars avec sa moustache, c'est les rabatteurs. En effet, c'est un autre monde. C'est vraiment, comme tu dis, et la première fois, je ne l'ai pas vu comme ça. Et on voit tout de suite que ce mec avec la moustache, c'est pas une moustache d'aristocrate. Ah oui, tout à fait. Par contre, la scène avec l'écrivain, moi, j'ai adoré. La scène avec avec l'écrivain. Là. Ah oui. Oh, ben là, j'aurais voulu l'écouter une demi-heure. Voilà. Moi, c'est là, mais vous savez, je vous en ai parlé, où le film devient un peu trop, donne un peu trop sa clé à l'intérieur même de la matière du film. Je trouve ça un peu triché d'intégrer comme ça dans le film la raison pour laquelle elle fait des films. J'ai l'impression que le film dit la même chose ailleurs sans avoir besoin de montrer ça. Mais en même temps, je comprends le côté un peu fascinant de cet homme-là qui était professeur. Enfin, c'est le côté peut-être un peu plus pédagogique. Mais après, ce que j'aime bien, par contre, c'est que elle s'intègre dans l'image pour la première fois. Oui. Et ça, pour le coup, ça rejoint un peu le titre du film. C'est-à-dire que ça aurait été dommage on a sa voix à plusieurs moments, mais de ne pas la voir quand même. Parce qu'elle insère ses archives, mais dans lesquelles elle ne se filme pas.
et elle discute parfois avec les gens qu'elle filme, on l'entend en off. Mais c'est vrai que le fait de la voir, de voir son corps dans le cadre, je trouve que ça participe peut-être au caractère peut-être humble du film aussi. Je ne sais pas si nos spectateurs hors atelier ont des remarques ou des questions pour les spécialistes des films que vous êtes. Je crois qu'elle parle. Moi, je m'appelle Philippe aussi. Je crois qu'elle parle souvent de la maman, parce que même l'écrivain, il parlait de rapatrier sa maman de Corrèze, il me semble. Et le petit gars qui réparait sa voiture, qui réparait des voitures, il appelait sa maman aussi. Donc il y a souvent la maman, et elle parle de sa maman aussi à elle. Et moi, je suis allé voir un festival de court-métrage il n'y a pas longtemps, le 6B, où il y a une école de cinéma là-bas, de court-métrage. Et il y avait un film sur le nous aussi, sur un institut d'handicapés. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas le même regard. L'autre était... la personne était formidable, elle était handicapée, mais elle était formidable parce qu'il faisait plein de choses et tout. Et on sentait dans la manière de filmer, la manière de montrer les personnages, que c'était beaucoup plus positif en fait. Et là, c'est pas larmoyant, c'est pas on stigmatise pas les jeunes parce qu'ils fument ou qu'ils font un barbecue et c'est interdit et que la pelouse elle est sèche, c'est dangereux, mais voilà, je pense qu'ils font attention et on stigmatise pas la banlieue comme souvent quoi. Ça, si, j'ai trouvé ça bien. Merci. Ouais, c'est vrai, cette thématique familiale. Non, pas du tout. C'est vrai, cette thématique familiale qui rejoint aussi le titre, encore une fois. Moi, j'ai vécu avant à Meudon. Alors, Meudon, c'est au sud de Paris. Et donc, je connaissais que la banlieue sud avec la vallée de Chevreuse. Et il y a une aisance. C'est pas du tout la même vie que ce qu'on vit ici. Quand j'ai déménagé, que je suis arrivée, j'habitais à Dammartin. C'est le nord, le climat est même pas le même, il y a bien 2-3 degrés de différence par rapport à en bas. Et en plus, on est dans le brouillard presque tout l'hiver, mais c'est triste. Et la vie des gens est beaucoup plus dure. Et pour aller travailler sur Paris, à prendre le RER tous les jours pendant des années, pour aller travailler à Paris, j'en ai vu des gens et on voit que ça n'a plus rien à voir. C'est des gens qui souffrent, qui ont du mal à vivre. Il y a beaucoup effectivement de Noirs, d'Arabes qui sont là. Enfin, on a vraiment... Moi, je ressentais vraiment une banlieue misérable. Et ce film de la chasse à courre et de ce luxe dans la banlieue sud, bon, c'est vrai que c'est plus comme ça, mais ça me choque. En plus, déjà, j'ai horreur de la violence sur les animaux, mais ça me choque absolument, c'est inadmissible. L'écrivain, effectivement, il a, avec son histoire, il a une saveur et il est intéressant dans le film. Mais la chasse à courre, c'est une horreur. Les gens les sous-fifres, ceux qui travaillent pour ces messieurs, déjà, il faut arriver à le faire, parce que autant les premières images, ils admirent le cerf, ils admirent, ils le cherchent, mais à l'arrivée, quand on voit que c'est pour informer les autres, pour aller les tuer, moi, ça me scandale, ça m'horrifie. Mais pour dire, tant que j'ai habité à Meudon, les transports dans la banlieue sud, ça posait aucun problème. À partir du moment où je me suis pris la gare du Nord et le RERB tous les jours, le soir, il est même arrivé, on savait qu'à partir de 8h du soir, il ne fallait pas la prendre. Ça devient dangereux. C'est une insécurité pour les femmes. Les hommes, c'est pas la même... c'est jamais la même problématique. Mais pour les femmes, rentrer après 8h du soir sur ces lignes, c'est une insécurité. Alors qu'à Meudon, même ma fille qui faisait ses études, habitait du coup à Meudon, elle pouvait rentrer à minuit avec ses copines ou même toute seule, sans aucun problème, sans se poser de questions.
C'est un monde complètement différent. Et moi, j'ai vécu toute ma jeunesse là-bas, mais ici, c'est la misère, c'est les gens vraiment qui bossent, qui ont du mal. C'est pas le chômage, mais c'est vraiment... le RERB, il s'arrête à la gare du Nord par rapport à ici. L'autre côté, c'est un autre monde, ça n'a rien à voir. Mais ici, on voit que les gens sont malheureux, comme dans le film, quoi. Il y en a beaucoup, ils ont une vie de galère. Ça me fait mal au cœur. Mais bon, je savais que j'allais voir la différence des deux, mais moi je l'ai vécu et franchement, c'est vrai que la vie ici, il y a tellement de gens malheureux, de HLM, de gens qui, comme la maman qui se levait avant qui partait de nuit le matin pour aller faire les ménages. Enfin, il y en a tellement par ici. C'est pas normal. Moi, ça me révolte. Les gens sont malheureux. Les gens, ils en bavent tous les jours pour survivre. Enfin, moi, je le vois comme ça. Même si c'est des exemples où on les montre dignement, on sait que derrière, c'est dur. Oui, c'est ça, le film ne laisse pas de doute non plus, mais il fait le choix de rendre ça plus mélancolique qu'autre chose. Et pareil, sur la chasse à courre, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, je ne connais pas personnellement Alice Diop, mais je sais qu'elle est plutôt engagée politiquement, etc. Et j'ai aucun doute sur ce qu'elle pense intimement de la chasse à courre. Et c'est très violent, effectivement, mais d'autant plus fort de choisir d'intégrer ça à la matière de son film, de créer le choc des civilisations pratiquement à quelques kilomètres d'écart entre les différentes scènes qu'elle filme, quoi. C'est aussi la qualité du film, je trouve, de faire s'entrechoquer des choses aussi différentes que trois jeunes filles qui discutent de leurs amours d'été de façon très nonchalante et voilà, la chasse à courre ou des souvenirs de déportés juifs dans un musée. Le film est très une circularité émotionnelle très étrange comme ça, mais je trouve que c'est un vrai cheminement politique, personnel, mais oui, c'est juste. Je sais pas si quelqu'un veut répondre. En fait, moi, ça m'a fait penser au livre de François Cavana, L'Hérital. Donc, ça se passe, alors ça se passe plus près, hein, parce que ça se passe, enfin bref, près de Créteil, où il a grandi dans une communauté d'Italiens. Et on retrouve un peu les mêmes choses, l'été au bord de l'eau. Voilà, j'ai trouvé que le parcours des travailleurs, lui, son père était maçon, italien, il arrivait d'Italie, il parlait pas un mot de français. Donc, il a vécu, ça se passe dans les années 20, 30, il doit être né en 26. Voilà, donc son père est arrivé à la gare de Lyon à l'époque. Là, elle parle de la gare Montparnasse pour les Bretons, mais ce qui est vrai, hein, les Bretons, ils arrivaient à la gare Montparnasse et les Italiens, ils arrivaient à la gare de Lyon. Et c'est curieux parce qu'on trouve les mêmes parcours de vie. Alors, il y a un moment, moi, je trouve, dans le film, je change un peu de sujet, mais quand il y a cette dame qui est habillée en rouge, qui est assez désagréable et qui parle à la cuisinière, quoi. On retrouve la scène de la chasse à courre, quoi. Voilà, un peu. Je trouve que c'est le même rapport, quoi. Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait, au fait, à manger? Voilà, c'est ça, hein, Fatima. Voilà. Elle est pas méchante, cette dame, sauf que c'est juste... voilà. Oui, elle fait partie. Ouais, elle fait partie d'un système qui se rejoue, quoi. Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que la première fois, tout ça, ça m'avait pas frappé. Comme quoi, il fallait le revoir. Non, c'est vrai. Et par rapport à... J'avais une question sur... on avait un peu parlé pendant l'atelier de la durée, non pas du film. Bon, le film dure 1h50, c'est une bonne durée. Mais la durée à l'intérieur des scènes, la durée des plans. Et j'avais parlé, moi, c'était quelque chose que j'aimais bien dans le film. Et que j'aime bien dans le cinéma documentaire en général, le fait que de refuser l'efficacité pure pour simplement peut-être éprouver plutôt la réalité de l'existence des gens, et que pour éprouver ça, il faut laisser passer du temps en fait. Et le film est parfois radical sur ces questions-là. Il y a des scènes effectivement qui durent assez longtemps, et je voulais savoir si vous l'avez ressenti différemment, non, que la première fois, je sais pas. Ouais, Isabelle. Merci. Les deux hommes dans le camion, dans la camionnette le soir, qui s'apprêtent à passer la nuit dedans, quoi.
et qui rigolent entre eux et qui disent ça se réchauffe plus vite avec de l'essence qu'avec du diesel, j'imagine. Ça a passé une vitesse. C'est marrant. Je m'attendais vraiment à... Parce que je l'aime bien, moi, cette scène-là. Et par exemple, celle-là, je l'ai vue passer très très vite. Et même la scène où il répare sa voiture, le monsieur, finalement, elle n'est pas si longue que ça. Après nous, c'est parce qu'on l'avait vu 2 fois aussi, avec un souci de sous-titres la première Peut-être, fois. mais je l'ai pas trouvé si longue que ça, du coup. Et la scène, on avait parlé aussi de cette scène où la mise en scène est assez curieuse, puisque donc c'est quand elle suit sa sœur et qu'il y a toute une discussion dans la cuisine, mais elle, la caméra est en dehors de la cuisine et donc filme un peu le mur et on entend la discussion, mais ça dure très longtemps et donc le plan est fixe, comme si, moi ça me raconte un peu qu'elle a une forme de pudeur, je sais pas, de ne pas aller écouter, mais par exemple cette scène, je sais que quelques personnes avaient trouvé ça trop long. Ça, c'est le fait de l'avoir vu une deuxième fois, tout paraît plus court, sauf quand même la fameuse scène de fin, c'est vrai, j'avoue. Mais oui, non, c'est tout passe mieux, quoi. Toutes les scènes sont, moi, je les ai vécues comme ça, beaucoup plus rapides moins ennuyeuses, parce que j'avais trouvé ça un petit peu ennuyeux, sauf la fin où là, oui, ça reste quand même. Alors c'est peut-être la thématique qui gêne. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le fait que la scène est douloureuse à regarder, donc forcément elle paraît plus longue aussi. Oui, tu peux prendre le micro, Philippe. À moins d'erreur de ma part, mais il me semble que le personnel, on les appelait les CA. D'ailleurs, lorsqu'ils les appellent les CA, à moins de... je ne le confirme pas. Non, pas dans le film. Par exemple, lorsqu'on était gamin, c'était où sont les cerfs? Et moi, quand j'étais gamin, je pensais que c'était les cerfs, les animaux, mais pas du tout. C'est les cerfs du Moyen-Âge. Et à mon avis, c'est resté. Bon, maintenant, je ne confirme pas, surtout. Mais je pense que, voilà. D'accord, je pense qu'on les appelait les cerfs. Donc déjà, il faut les abattre. Il y a un film, ça me fait penser à un film très très intéressant sur justement la continuation des méthodes du Moyen-Âge, qui est Heureux comme Lazaro. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, un film italien. C'est vraiment très intéressant sur effectivement une communauté dans une maison bourgeoise d'une campagne italienne. Et donc l'aristocrate de la maison a des serfs. Et on a l'impression qu'on est au 19e siècle. Et en fait, on apprend, je vous le révèle, mais vous avez le temps d'oublier avant de voir le film, on apprend au bout de 45 minutes, alors qu'un des cerfs s'évade, plus ou moins, je résume rapidement, qu'on est à l'époque contemporaine. Et ça crée une forme de vertige d'un coup, on le voit arriver sur la route et il y a des voitures modernes, etc. Parce que en fait, c'était des gens en fait, qui vivaient dans la pure illégalité, sauf que lui était né là et il s'en était jamais rendu compte. Mais le film est très intéressant et très très dur aussi quand on se rend compte de ce qui se passe. Mais je le conseille. Il s'appelle Heureux comme Lazaro. Ça a 5 ans. Ça avait eu le prix du scénario à Cannes. Et là, il y a le nouveau film de cette réalisatrice qui sort, au Concorde notamment, en janvier. La Chimère, voilà, qui est moins bien mais qui est intéressant quand même. Non, mais aussi simplement par rapport à cette histoire de... on n'en avait pas parlé pendant l'atelier, mais je peux en parler peut-être aujourd'hui. Ce qu'elle raconte là avec Pierre Bergogneau fait qu'elle elle revient toujours comme ça sur un territoire et pour filmer des gens, parce qu'elle a l'impression que si elle ne le faisait pas, ces gens en fait n'accéderaient jamais à une représentation sur grand écran, ce qui est vrai, ce qui est un peu la noblesse quelque part du cinéma documentaire par rapport au cinéma de fiction aussi. Tous les films qu'elle a fait avant ça se passait déjà dans le nord de Paris, au nord de Paris. Et elle a par exemple fait beaucoup de films qui partaient justement qui retournaient un petit peu les clichés. Et par exemple, un court-métrage qui s'appelle Vers la tendresse, où elle discute avec quatre jeunes de cité de leur relation amoureuse et de comment ça se passe. Et le film est très étonnant et très doux, alors qu'il y a des choses assez terribles qui sont dites. Et je trouve que c'est assez intéressant au regard de ce film-là, qui est parfois assez ambigu, ambivalent sur ce qu'on est censé ressentir par rapport à ce qu'on voit. Et ouais, je trouve que c'est en ça que c'est une cinéaste assez précieuse aussi, quoi. Non, je sais pas si vous avez d'autres interventions, d'autres questions peut-être. On en aura parlé de ce film aussi entre nous, donc forcément, mais non. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.